À quoi rêviez-vous quand vous étiez petit? Est-ce que vous aviez envie de devenir astronaute? Est-ce que vous aviez envie de partir explorer l'Amazonie, de sauver des vies, je ne sais pas, ou peut-être de crever l'écran? Notre invité, vous allez le voir, lui, du plus loin qu'il s'en souvienne, a toujours eu le béguin pour les voitures. Mais attention, attention, pas n'importe lesquelles. Les voitures de sport. À 10 ans, mon petit doigt m'a dit qu'il tannait son père pour aller au mondial de l'auto et qu'il connaissait par cœur les caractéristiques de la plupart des modèles de l'époque. Attention, il y aura une interro surprise à la fin. 40 ans plus tard, un peu plus je crois, sa passion est devenue finalement son quotidien, puisque nous sommes ici chez Laure Moto, chez lui, à Argence, à quelques kilomètres de Caen, dans le Calvados. Bienvenue à tous et à tous ceux qui nous écoutent, évidemment, pour ce podcast chez Laure Moto. Bienvenue chez celui qui a créé la marque. Bonjour et merci de nous accueillir, Sébastien Rollo. Bonjour Raphaël, merci. On est sur votre site, vous avez dit tout à l'heure, ça s'appelle La Boucle. On est dans un lieu circulaire, un lieu tout rond, puisque vous faites du rétrofit et on va en parler dans un instant. Mais avant d'expliquer vraiment ce qui s'y passe, moi je voudrais revenir au petit Sébastien dont je parlais tout à l'heure, celui qui avait 10 ans. Pourquoi est-ce qu'il aimait tant les voitures? Qu'est-ce que c'est qui vous plaisait? C'est assez difficile à définir. Je pense qu'on a tous quelque chose qui nous relie à la mobilité d'une manière générale. Ça remonte à nos parents, à nos grands-parents, au premier congé payé, à la liberté, plein de choses. On est tous attachés à nos bagnoles d'une manière, enfin plus ou moins, mais quand même majoritairement beaucoup attachés à nos autos, à leur possession, peut-être plus ou moins leur entretien, la notion de performance, il y a une notion d'esthétique, il y a plein de transferts de la personnalité, de nos personnalités autour de nos autos. Souvent, on roule dans des autos et on dit bah, regarde dans quelle voiture il roule, et on voit à peu près qui il est. Mais quand on est petit, on joue aux voitures, on regarde la voiture de papa. Ouais, alors on peut jouer aussi aux poupées. Hein. Moi j'avais des Action Man quand j'étais petit. J'ai aussi joué à la poupée. Mais, Ça me rappelle quelque chose. Mais je les mettais dans des voitures. Alors vous les mettiez dans quelle voiture? Dans des voitures de sport? Non, Qu'est-ce qui vous c'était plaisait des dans les 4x4, voitures il de n'y avait sport? pas de voiture de sport pour les Action Man. Qu'est-ce qui me plaisait dans les voitures de sport? L'esthétique. Les Avant courbes? tout, l'esthétique avant tout, les performances bien évidemment, parce que quand on est enfant, enfin jeune garçon, enfin c'était mon cas, toujours quelque chose lié à la vitesse, à l'accélération. On parlait d'astronautes, la Lune, etc. Il y a une espèce de dimension qui nous fait un peu décoller. Voilà, le fait de pouvoir maîtriser quelque chose qui va vite. Et alors si je vous demande quels étaient vos modèles fétiches à l'époque, vous m'avez dit je connaissais tout par cœur, les fiches techniques de toutes les voitures de sport des années 70. 70, 80, ouais. Absolument toutes. Ça fait du monde, dites-moi. Oui, mais moi, si vous voulez un modèle préféré, c'est la Ferrari 288 GTO avec un V8 biturbo de 400 chevaux. C'est la plus belle voiture que... La Porsche 928 aussi avait mes faveurs. Bon, c'est pas mal. Et alors c'est à ce moment-là que vous vous dites, plus tard, quand je serai grand, je vais travailler dans les voitures? Oui, je me suis toujours dit, tout petit, un jour je voudrais fabriquer des voitures. Fabriquer des voitures? Ouais. Et alors vous faites quoi après, justement, pour arriver à fabriquer des voitures? Ben après, ça se passe pas bien. Parce que pour fabriquer des voitures, il faut être un ingénieur de haut niveau, puis c'est compliqué. Et puis, les parcours académiques ne sont pas forcément les plus simples. Et donc quand on veut rentrer dans l'industrie automobile ou l'aéronautique, même avec des études scientifiques liées à l'aérodynamique, etc., on ne vous prend pas forcément parce que vous n'êtes pas issu d'une grande école d'ingénieurs. Donc s'ensuit un parcours assez différent dans l'informatique, l'agriculture. Moi, j'ai fait plein de choses dans ma vie, mais ce n'est pas le plus intéressant et le plus important. Et puis, un jour, il y a un truc qui tombe et on se dit, tiens, si je fabriquais une voiture. Oui, parce que du coup, vous avez emprunté une autre route pour arriver jusqu'ici, si j'ose dire. Vous avez fait beaucoup de choses, mais vous avez surtout, à un moment, changé de vie avant de changer la donne. Changé de vie avec votre épouse, et vous êtes venu
de Paris, ici, en Normandie. Oui, en 2004, on en avait un peu assez de la vie parisienne et on s'est dit, tiens, soyons fous, devenons agriculteurs. Pourquoi agriculteur? Bah, parce qu'il se trouve que pour moi, c'était un peu une entreprise comme une autre, ce qui s'est avéré totalement faux, bien entendu. Et puis, il se trouve qu'il y avait dans ma belle famille une exploitation agricole à reprendre, pas très loin d'ici, à une trentaine de kilomètres. Et c'était une bonne opportunité de changer de vie pour élever 3 puis 4 enfants. Ça, c'est en 2004, hein, je crois. Ouais, 2004. C'est important dans votre vie parce que c'est aussi ça qui va, entre guillemets, si j'ose dire, éveiller votre conscience. Ou en tout cas, vous éveiller, vous faire découvrir d'autres choses auxquelles vous ne pensiez pas, notamment les préoccupations climatiques, environnementales, et puis les thèses qui se développent autour de tout ça. Ben oui, parce que fondamentalement, quand vous êtes agriculteur, vous êtes inévitablement préoccupé par le monde du vivant, l'animal, le végétal, le phytosanitaire, la construction, le carburant que vous engloutissez par centaines de litres dans vos... Et tout ça, ça participe à l'éveil de la conscience environnementale. Ouais, ça y participe et puis vous avez, vous, eu plusieurs vies dans cette vie d'agriculteur. Vous avez continué à avoir cette exploitation, mais vous avez fait du management de transition. Vous êtes allé dans plusieurs entreprises. Vous avez notamment travaillé, je crois, sur les pellets de bois. Oui, alors ça c'est bien plus tard, parce que quand vous êtes agriculteur, si vous arrivez à en sortir, parce que vous avez besoin de manger, vivre correctement, bah, vous en sortez, puis vous allez refaire des métiers avec lesquels vous pouvez gagner votre vie. Et une de mes expériences, notamment en 2018, c'était de fabriquer des agrocombustibles à partir des déchets verts issus de la taille de haie. Et donc c'est vraiment en 2018 que j'ai commencé à synthétiser tous les ordres de grandeur autour de ce que peut être l'énergie. Ouais, si j'en parle, c'est que c'est important, hein, parce que finalement, ces petites briques, elles vont s'additionner, elles vont vous faire vous poser tout un tas de questions qui vont aboutir au lieu où on se trouve aujourd'hui. Vous posez beaucoup de questions sur l'énergie, sur j'aime les voitures, mais je roule avec quoi? Qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Quelle matière il faut pour les produire? Alors moi, j'ai fait comme tout le monde, hein. Moi, j'aimais bien les belles voitures, donc j'ai eu des voitures sympas quand j'ai eu les moyens de me les offrir. Puis quand j'ai plus les moyens, j'ai changé. Aujourd'hui, je roule tous les jours dans la voiture qui est derrière moi. Et ça me change de mon SUV cette place, et pas avec moins de plaisir. D'accord. Et donc, comment on passe d'un SUV 7 places parce qu'on a 4 enfants et qu'il faut trimballer 4 enfants, et un chien, accessoirement, à une Twingo? Bah, d'abord, on roule dans une Twingo parce que les enfants ont grandi, donc on a besoin de moins d'espace. Et puis après, le rapport à la mobilité change en intégrant toutes les données. Mais au moment où vous décidez de changer les choses dans votre tête, vous rouliez, non pas en Twingo, mais vous rouliez dans un break diesel. Dans un break diesel. Et qu'est-ce que vous vous dites? Je veux changer les choses, je veux rouler autrement. Qu'est-ce qu'il y a à l'époque sur le marché? Non, ce qui se passe à l'époque, c'est qu'on est fin 2018, je commence à comprendre ce que c'est que l'énergie, la transition énergétique, les problématiques liées au réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est que le CO2, c'est quoi transformer de la matière. On a entendu tout à l'heure des propos sur la matière et l'histoire du lombricompost, et, enfin, super, puis même les hydroliennes, etc. Tout ça, ça participe un peu de réflexion équivalente, j'imagine. En 2018, on est tous confrontés à la partie mobilité, carburant, le prix, les gilets jaunes, ça coûte cher, on ne peut plus rouler, etc. Et à l'époque, il y a sur le marché, je me dis, je vais m'acheter une voiture électrique, il y a 2 voitures sur le marché, la Renault Zoé et la Tesla Model S. Donc il y a une qui ne correspond pas à ma bourse, je vous laisse deviner laquelle, et l'autre qui ne correspond pas à mon usage parce que je fais 50 ou 60 000 km par an. Et remettez-vous en 2018, il n'y a pas de réseau de charge. Ça n'existe pas en France. Ça n'existe pas, donc vous vous dites, ben, je vais essayer de trouver une solution. Bah, puisque tout le monde s'en fout, bah, je m'en fous en fait. Je continue à rouler dans mon break diesel. Mais alors, qu'est-ce qui se passe entre votre break et puis, aujourd'hui? Il se passe que finalement, je commence à m'interroger quand même sur la notion, toutes ces histoires d'énergie, hein, de CO2. C'est quoi, et la mobilité, notamment le fait de brûler du carburant, de l'essence ou du gasoil, peu importe.
Ça participe énormément à l'action humaine sur l'environnement. Et donc, il se trouve qu'il apparaît intéressant de dire que les véhicules électriques sont peut-être une voie d'avenir. Et donc, je m'intéresse aux véhicules électriques, et sur l'année qui s'écoule, 2019, je comprends que ce n'est pas forcément très compliqué, du moins que c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on veut nous faire croire. Et puis, je tombe sur des sociétés qui, notamment aux États-Unis, transforment des véhicules thermiques en véhicules électriques. Je me dis, tiens, c'est marrant, ça n'a pas l'air très compliqué, effectivement. Mais en France, c'est à l'époque absolument pas légal. Ça sera légal, ça sera rendu légal par l'action d'une association qui s'appelle R à l'époque. S'inscrit dans la loi LOM, le fameux arrêté rétrofit de 2020. Et donc, du coup, puisque c'est légal, ça devient un business. Ça devient un business, ça peut être une industrie, et c'est le point de départ. C'est le point de départ, et puis vous allez avoir du temps en fait pour développer, parce que en même temps, on est tous à peu près enfermés chez nous. Donc ça commence, comme bien souvent, non pas dans un garage, mais dans une grange, et vous allez commencer à tester des choses, à essayer. Moi, j'ai déjà 4 enfants, mais le Covid, ça a été l'occasion de faire le bébé leur moto. C'est un beau bébé. Ouais, c'est un beau bébé, il est sympa. Mais je ne l'ai pas fait tout seul. D'accord ? Donc, si j'ai commencé à écrire et à définir la stratégie et ce que devait être leur moto, une industrie de transformation et pas de la transformation unitaire, vraiment une industrie de transformation pour faire de l'impact, parce que c'est bel et bien la notion d'impact qui a de l'intérêt. Il fallait que quelque part, on devienne des pionniers dans plein de choses. Et leur moto, c'est une histoire de pionnier. C'est l'histoire de pionnier dans la transformation de véhicules thermiques en véhicules électriques, avec, mine de rien, dans des vieilles voitures, un très haut niveau de technologie embarquée, qu'elle soit physique ou logicielle. C'est être pionnier dans le monde du financement, c'est être pionnier dans l'industrialisation, c'est être pionnier dans le recrutement, c'est être pionnier dans le modèle social de l'entreprise. Ça veut dire que c'est beaucoup plus que du rétrofit, finalement. On a parlé de rétrofit. Vous dites on est pionnier dans beaucoup de choses. Il fallait démarrer de nouveaux process. Oui, il faut démarrer des nouveaux process. Il faut démarrer des nouveaux process parce que, encore une fois, c'est une question d'impact. Donc, si c'est pour faire une voiture par mois, c'est bien, mais on ne va pas changer le monde avec ça. Il y a 280 millions de voitures qui circulent en Europe. On doit arrêter d'émettre du carbone. Donc, il y a un moment, quand on mesure la taille de la pyramide, c'est compliqué. Donc, comment on fait pour en faire le plus possible ? Et c'est bel et bien la question de base de la réflexion qui est sur leur moto. Mais c'est pas la seule équation. Le seul truc intéressant, c'est que non seulement il faut transformer nos actifs, c'est où sont nos actifs, et ça fait partie de nos actifs, mais outre le fait de les transformer, il va falloir les exploiter longtemps. Parce que ça c'est un point important. Vous dites aujourd'hui, un véhicule, comme on a derrière nous, la durée de vie, si on change le moteur, si on la remet en état, elle est presque infinie. Alors, dit comme ça, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que ce qui faisait l'obsolescence d'une voiture, il y avait 2 choses dans le passé. Le premier, c'est que la carrosserie rouillait, et donc les voitures, elles disparaissaient d'elles-mêmes, ce qui n'est plus le cas à partir du début des années 2000. La deuxième chose, c'est l'usure des éléments mécaniques. C'est-à-dire qu'un moteur, c'est beaucoup de pièces en mouvement, ça s'use, et ça finit par tomber en panne. L'avantage de la technologie électrique, c'est qu'il y a beaucoup moins de pièces en mouvement, donc ça s'use très peu. Et l'avantage du début des années 2000, c'est que les voitures disparaissent plus. Alors on donne de l'argent aujourd'hui pour les jeter, l'État dépense beaucoup d'argent pour les broyer, mais il faut savoir que recycler une voiture, ça coûte aussi cher en énergie quasiment que d'en fabriquer une neuve. Donc ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, par contre, c'est que quand vous les avez transformés et que vous réinvestissez dedans, c'est de les exploiter longtemps. Ça ne veut pas dire les vendre, ça veut dire les exploiter. Et c'est là que la notion de durabilité entre en ligne de compte. Et c'est très important que pour que ces véhicules durent longtemps, donc à diminuer l'impact sur notre économie et notre environnement, finalement, on ne les vende pas, on les conserve et on garde un très haut niveau d'exploitation du véhicule en réinvestissant complètement dedans. Justement, c'est le modèle que vous défendez aujourd'hui. C'est-à-dire que
il ne va pas falloir acheter les voitures, mais davantage les louer, travailler avec les mêmes véhicules et leur donner plusieurs vies finalement du début à la fin? Ce que je vous raconte, c'est pas que les voitures. Ce que je vous raconte, c'est les lave-linges, c'est les lave-vaisselle, c'est vos téléphones, c'est tous les objets que, quelque part, nous consommons, dont il faut absolument allonger la durée de vie. Parce que la notion d'obsolescence programmée, elle est présente absolument partout dans l'industrie. Tous les objets sont fabriqués pour avoir une durée de vie limitée. Et c'est là-dessus qu'il faut lutter. Comment vous faites pour lutter aujourd'hui? Est-ce que vous avez des marchés? Est-ce que vous avez trouvé des gens qui vous disent banco, on vous suit dans ce projet? Il y a la région, je crois que Hervé Morin était au volant du premier prototype. Hein. Oui, la région Normandie est notre premier supporter. Bonjour Sophie. Hervé Morin a été le premier à prendre le volant d'une Lormoto. Le premier prototype qui est sorti une semaine après sa transformation, il était au volant, il nous a dit les gars, c'est intéressant ce que vous faites. Et la relation s'est nouée au fil du temps, jusqu'à ce qu'on lui montre des choses qui l'intéressent vraiment, et surtout que la région arrive à comprendre en fait la notion d'industrialisation, d'impact qu'on voulait mettre en place. Encore une fois, on serait un garagiste qui en ferait ça n'aurait pas de sens. Mais fabriquer une usine de transformation de véhicules thermiques en véhicules électriques, qui va employer des dizaines, voire des centaines de personnes, avec un modèle réplicable, hautement scalable, je pense que la région, elle fait pas plus que ce qu'elle peut faire, mais forcément la région nous accompagne. La région vous accompagne. Qui vous suit? Qui vous suit d'autre? Est-ce que le monde automobile est derrière vous? Comment ça réagit? Aujourd'hui, ce qui est assez paradoxal chez Lormoto, c'est que nous avons un produit qui est homologué. Tout à l'heure, les normes sur le lombricompost, etc. Il y a énormément de parallèles, c'était très rigolo. On a un produit qu'on a homologué, ça n'a pas été facile. On a des clients, la région, des privés, des flottes, on a des clients par centaines. On a un outil de production absolument magnifique. Bon, il faut qu'on le remplisse, il manque un peu de moyens. Ce qui nous manque, c'est tout va bien sauf l'argent en fait. Le monde de la finance n'arrive pas à se projeter dans cette économie parce que cette économie n'a pas encore de référentiel et c'est là encore que nous devons être pionniers. On a été pionniers sur toute la chaîne amont et maintenant on doit être des pionniers sur comment on va financer ce truc-là, comment on va financer l'industrialisation, comment on va financer le ramp-up, comment on va en faire pour en louer des milliers et puis comment on va faire pour changer le monde. On a dit, hein, ça s'appelle changer le jeu. Vous avez commencé à le changer, il faut aller jusqu'au bout, effectivement. Vous disiez, il manque de l'argent. Il manque combien? Soyons clairs, pour arriver à ce nouveau modèle d'industrie. C'est pas très cher. C'est pas très cher, d'autant plus qu'à l'inverse d'une industrie automobile classique qui va consommer des centaines de millions d'investissements d'un coup, aujourd'hui, une entreprise comme Lormoto qui est définie, l'entreprise en elle-même, elle est comme la voiture, c'est une plateforme avec des composants, donc elle est infiniment scalable, donc on a besoin de peu d'investissement au départ. Donc effectivement, aujourd'hui, l'entreprise recherche de l'argent, on recherche 4 millions d'euros qui doivent nous permettre d'assurer notre scalabilité jusqu'à fin 2026. Et à fin 2026, on devrait arriver à amener cette usine aux alentours de 3000 voitures par an. 3000 voitures pour les particuliers, pour les entreprises? Comment réagissent les marchés des consommateurs, les futurs consommateurs? Le marché, ça a été une grande question à l'année 2022. On s'est dit, nous on savait qu'on avait un produit sympa, ultra utilisable, mais comment est-ce qu'on allait pouvoir toucher les gens avec de la communication? Le moyen le plus simple qu'on a trouvé, c'est de faire le mondial de l'auto. Là, pour le coup, l'exposition a été importante. On y revient. Ça, c'est vrai. Je tannais vraiment mon père pour aller au mondial. C'était assez émouvant d'ailleurs. Bon, passons. Le mondial 2022 était un peu triste parce qu'il n'y avait pas beaucoup de constructeurs auto et les stands étaient assez vides. Mais le nôtre n'a pas désempli. Il était plein à craquer pendant une semaine. Une partie de l'équipe est là.
ils pourront témoigner, on n'a pas arrêté pendant une semaine, c'était épuisant. Et donc l'accueil, il est fantastique. Il y a des gens qui nous ont dit « Ah, Renault a changé de logo. Ah, c'est la nouvelle Twingo ?» Enfin, des réactions de dingue. Et on s'est dit « Non, mais ça marche. Ça marche tellement que on a ouvert une page, on a 7000 signatures qui nous disant « Moi, j'aimerais bien être contacté, etc. » Et il y a 400 personnes qui nous ont fait une carte bleue de 200 € pour réserver une voiture. Donc le marché, on le sait le mesurer. Sauf que financer du B2C, c'est compliqué. Plutôt aujourd'hui partir sur des solutions B2B, c'est plus facile à adresser pour commencer, ça pose moins de problèmes, hein, puisque quand on fait du B2C, ben, il faut se poser la question de la distribution, de la maintenance, il y a plein de questions compliquées autour d'adresser les particuliers, mais c'est notre volonté première, mais c'est notre objectif maintenant à terme. Donc B2C, je voyais tout à l'heure au fond là-bas des kangous, ça veut dire tous les utilitaires, toutes les flottes de véhicules chez Veolia, chez EDF, chez La Poste, toutes les grandes sociétés pourraient acheter du Lormoto ou louer du Lormoto. Acheter, louer, mais surtout si vous êtes propriétaire d'une flotte qui dispose de milliers de véhicules identiques, avec l'obligation qui est faite par la réglementation de verdir cette flotte, 20% telle année, 30% l'année d'après, etc. Vous avez intérêt à acheter du neuf ou à considérer que comme vous entretenez vos véhicules, vous n'avez qu'à finalement réinvestir un peu et puis partir dans un cycle d'exploitation extrêmement long et différent. Et ben aujourd'hui, si vous prenez un Kangoo ou un berlingot qu'on trouve en quantité astronomique dans les flottes d'entreprises que vous venez de citer, ça coûte 2 fois moins cher, facilement, que d'acheter du neuf. La suite, c'est quoi là, tout de suite, quand on va terminer cette émission, que nous allons ranger nos micros, vous allez vous remettre au travail, vous allez continuer à produire. D'ici 2024, fin 2024, vous aurez produit combien de voitures et quelle est l'ambition? Notre ambition en 2024, c'est de produire 100 véhicules, parce que c'est le temps qu'on a devant nous. Et puis il faut qu'on mette en... Les process sont écrits, mais maintenant il faut les exécuter, les roder. Et j'ai un de mes associés présent qui dit « vaut mieux pas faire que faire mal ». Donc, parce que défaire, ça coûte cher. Donc vraiment, on a une discipline importante sur le sujet. Donc c'est ce qu'on fait. On essaye de faire bien du premier coup, et on rate, et on réessaye. Mais en faisant ça, on élimine énormément de défauts. Et donc demain, on va pouvoir accélérer très vite. Donc notre objectif, c'est 100 voitures cette année. On s'est donné 500 l'année prochaine et 2000 l'année d'après. Mais en fait, il ne faut pas penser en nombre, il faut penser en rythme. Aujourd'hui, on fait à peu près une voiture par semaine. À la fin de l'année, on va en faire une par jour. À la fin de l'année prochaine, on peut être entre 2 et 4 par jour. Avec des embauches à la clé? Oui, c'est des dizaines d'emplois non délocalisables. C'est l'avantage de ce type d'industrie, c'est que nos actifs, ils sont présents sur nos routes. On achète un peu, il faut acheter bien, mais on achète un peu. Et tout ça, ce sont des emplois absolument non délocalisables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va recruter dans la région caennaise. Quand on ouvrira notre deuxième usine en 2026 ou 2027, ça sera de l'emploi local autour de cette deuxième usine. S'il en faut une troisième, ce sera une troisième. Et puis voilà. Il y a une question que je ne vous ai pas posée, Sébastien. Pourquoi ça s'appelle Lormoto? Alors ça vient d'assez loin, mais c'est assez simple, c'est une histoire sympa. Dans mes aïeux, enfin mon grand-père en l'occurrence, a été prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est l'anniversaire du débarquement bientôt sur des plages à côté d'ici. Et il est revenu en 1945, quand il est parti il avait un enfant, en 1947 il se trouve qu'il en avait, 1949 il en avait 4. Et souvenez-vous, à cette époque, c'était un peu comme nous au moment des Gilets jaunes, c'était pire, mais eux, c'était le rationnement, il n'y avait rien en fait. Et mon grand-père s'est dit, plutôt que d'avoir rien, comme il était assez ingénieux, il est allé dans une casse, il a acheté un châssis de voiture, il était dans une casse, il a acheté un moteur, il était très manuel, donc il a tout fait marcher, et puis il a refabriqué la carrosserie à la main. Une jolie voiture, un cabriolet, etc.
Et on cherchait un nom d'entreprise. C'est toujours compliqué, les noms d'entreprise. Et quand j'ai raconté cette histoire, Franck, qui n'est pas là, qui est à Paris aujourd'hui, m'a dit « Mais il s'appelle comment ton grand-père ?» J'ai dit « Il s'appelle Paul Lormeteau. » Donc on a changé une lettre, parce que j'ai une grande famille et je ne voulais pas embarrasser personne, et on est passé de Lormeteau à Lormoto. Et voilà, c'est un peu d'ADN personnel dans l'histoire. Il y a toujours de l'ADN personnel dans les histoires d'entrepreneuriat. C'est cette part humaine qui change les choses, qui boucle cette histoire et qui vous permet de changer le jeu aujourd'hui. Vous êtes un game changer. Non, nous. Je suis le visage peut-être, enfin un des visages de cette entreprise, peut-être celui qu'on voit le plus. Mais il y a Franck, il y a Olivier, il y a toute l'équipe qui est derrière. Et il ne faut pas les oublier. On ne les oublie pas, ils sont là, ils travaillent pour certains et certains nous regardent et nous écoutent aujourd'hui. Merci beaucoup Sébastien Rollo de nous avoir reçus ici chez Lormoto et de nous avoir partagé un petit peu de votre histoire. Merci Raphaël, merci la tribune.